On peut s'interroger sur ce phénomène qui est ce courant pensée qui est le transhumanisme, entre science-fiction, réalité virtuelle, réalité avérée. On peut le dire, le transhumanisme aujourd'hui est le quand même de tous les phasmes, source de mauvais augure pour l'un, source de jouvence pour l'autre. Il est évident que le transhumanisme interpelle, tel un phénomène qu'on aimerait être vrai tout en espérant qu'il soit faux. Ce paradoxe dans l'approche témoigne de l'émoi des discussions qui s'en rapportent. Néanmoins, il arrive effectivement le temps lequel le juriste doit être interpellé par la question que pose le courant même du transhumanisme. Est-il un phénomène qui relève possible eu égard aux principes fondamentaux qui régissent nos sociétés civilisées? Autre terme, et peut-être plus simplement, la question est le transhumanisme existe-t-il pour le juriste en France? Alors, attention, il ne s'agit pas pour moi de vérifier la technologie sur laquelle s'appuie le transhumiste est susceptible de tenir les promesses lui prêtes, hein, mais simplement de savoir si ces promesses, une fois émises, peuvent être réellement tenues. Alors, pour répondre à ces questions et en bonne juriste, je vais essayer de définir ce que j'entends moi par transhumanisme. Alors, je n'ai pas du tout l'intention de donner une définition juridique, mais simplement m'appuyant sur la littérature, vous donner en tout cas un but sur ce qu'on entend par transhumanisme, et c'est sur la base de cette définition qu'effectivement on a fait une analyse juridique. Le transhumanisme, on peut affirmer qu'il s'agit avant tout d'un mouvement philosophique, technologique, de transition actuelle, ayant notamment comme visée, comme finalité, de modifier techniquement l'humain de façon graduelle jusqu'à la consécration d'une réalité post-humaine. Il s'agit donc de penser l'homme autrement, en s'appuyant sur les avancées technologiques et scientifiques. L'homme ainsi prôné fait corps avec les machines, quelles qu'elles soient, dès lors qu'elles sont de nature à le transformer, et ce jusqu'à le transcender dans sa condition humaine. Alors, le transhumanisme, on va le distinguer du post-humanisme. Le humanisme, en fait, c'est l'édification d'un homme nouveau que le transhumanisme a permis de faire naître, justement. Ainsi, donc, le transhumanisme est un courant de transition dont le post-humaniste serait en fait la finalité. Alors, il est vrai qu'on a l'impression de parler de science-fiction. Il faut quand même avouer que la réalisation scientifique récente est la preuve même de l'existence de cette étude scientifique que vous avez organisée. Lina, pardonnez-moi de vous couper. Il y a un écho, on vous entend très mal, ce que nous disent aussi les spectateurs. Peut-être si vous mettiez un casque ou des écouteurs, ce serait peut-être mieux. Oh là. Donc, je ne sais pas si ça va être possible facilement. Alors, comment ça se fait? Est-ce que si jamais je réduis le son, est-ce que vous m'entendez de la même façon? Ça laisse l'écho. Il y a de l'écho. Oui. En fait, on vous entend en double, ça fait. C'est vrai que ça gêne. Comme si j'étais un transhumant, c'est ça? C'est ça. On est déjà en plein transhumanisme. Alors, je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir modifier la technique. Sinon, peut-être connecter avec un autre ordinateur, mais ça va demander 2 secondes de préparation. Et très rapidement se couper et revenir. Bon, d'accord, très bien, c'est ce que je vais faire. Merci beaucoup. De suite. Voilà, donc nous attendons que Lina revienne. Il y a effectivement, c'est bien de pouvoir se parler de loin, d'autant qu'on ne pouvait plus se parler depuis un moment, mais il y a effectivement parfois quelques petits bugs, comme on dit maintenant. J'espère qu'elle va nous retrouver. Il n'y a pas de raison.
Alors, est-ce que vous m'entendez? Y a-t-il toujours l'écho? Ah oui, c'est beaucoup mieux. Merci. Ah, parfait. Voilà, effectivement, il s'agit simplement de se déconnecter. Oui. Voilà. Donc, juste, et pardon pour ce problème technique. Donc, juste pour revenir et reprendre effectivement le propos, l'idée, après avoir défini le transhumanisme et la différence que l'on fait entre le transhumanisme et le post-humanisme, la question effectivement est de savoir si finalement son existence peut être appréhendée par le juriste, et si oui, est-ce que juridiquement le transhumanisme, si demain ça devient une réalité, c'est possible? Pour cela, effectivement, on va regarder un peu plus près de ce qu'on entend par transhumanisme, faire en sorte d'analyser cette promesse par rapport à l'existant, à l'état actuel du droit existant en France en les cas. Alors, pour cela, reprenons quelques bases. On sait que le transhumanisme prône la transformation du corps humain, soit en y intégrant l'objet technologique, la prothèse, l'homme, l'idée du cyborg, soit en le transférant au sein des technologies. Et là, je fais référence à tout ce qui relève d'intelligence artificielle, fait qu'effectivement, on puisse transmettre la pensée humaine à travers effectivement une intelligence artificielle. Alors, cette transformation suppose, pour qu'elle soit possiblement faite, au préalable, une action sur le corps humain. C'est-à-dire que pour penser l'homme bionique, il faut penser que l'homme puisse être puisse être transformé par une prothèse qui le rend effectivement bionique. Et pour cela, c'est effectivement une action sur son corps humain. Alors, est-ce que cette action avec finalité-là, juridiquement aujourd'hui, est possible? C'est la question qu'on va se poser. Alors, pour répondre à cette question, on va simplement avoir une analyse littérale des textes. On va se cibler essentiellement autour du code civil, et puis dans un second temps, puisque ça en fera l'écho, autour du code pénal. Alors, on va faire bref. Les textes que vous connaissez bien, qui ont été utilisés dans le Code civil, ce sont bien sûr les articles 16, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 que vous voyez ici. Alors, je ne vais pas les reprendre puisque j'ai perdu le temps sur le petit souci technique. Je vais juste essentiellement faire la synthèse de ce qu'on doit retenir de cette analyse textuelle. Eh bien, ces textes, effectivement, posent des principes selon lesquels, d'une part, la loi garantit le respect de l'être humain et assure la primauté de la personne. Ça, on le sait, la personne doit être entendue comme étant comptée de ce qu'elle est et de son enveloppe charnelle. Je fais ici écho de la discussion entre l'âme et le corps. D'autre part, ces articles posent aussi le petit principe du corps humain inviolable. Alors, ce principe, vous le savez, interdit toute initiative, même personnelle, sur son propre corps qui serait de nature à porter atteinte au corps humain, qui s'analyse juridiquement comme une limite du principe de l'autodétermination. Dans la Constitution donc française, vous le savez, et par ces articles, le corps n'est pas un substrat qui appartient à celui qui l'habite. Il est en revanche le symbole d'une humanité qui transcende la condition de l'individu lui-même. Enfin, il ne peut être porté atteinte donc à ce corps humain, qui est, donc je rappelle ce symbole, en tout cas consacré en tel dans le Code civil, il ne peut être porté atteinte au commun, nous dit le Code civil, de nécessité médiale pour la personne et à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Ainsi, l'atteinte au corps humain n'est acceptable que si l'action consentie par la personne répond à une nécessité médicale et ou thérapeutique. Alors, c'est là où, me semble-t-il, il pourrait y avoir un petit pied où les transhumains pourraient entrer. Effectivement, puisqu'on entend qu'il est possible pour le Code civil français d'intervenir sur le corps humain dès lors que celui-ci, cette intervention répondrait à une nécessité médicale et une nécessité thérapeutique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par nécessité médicale ou nécessité thérapeutique? Alors, quand on fait une étude, effectivement, autour des dictionnaires de la langue française et des dictionnaires médicaux, on entend par thérapeutique un adjectif relatif au traitement des maladies. Et par médical, un ensemble de connaissances scientifiques et de moyens
je reprends la définition, de tout ordre, qui a pour finalité la prévention, la guérison ou le soulagement des maladies, blessures ou infirmités. Donc, là, on constate que le Code civil, certes, autorise une personne à intervenir sur le corps humain d'une personne, mais à condition que cet acte ait pour une finalité de réparation. Ça suppose quand même qu'à la base, la personne sur laquelle on agit soit une personne blessée, vulnérable, malade. Il ne s'agit pas, en revanche, de faire en sorte que l'action en question améliore la personne malade, blessée. Au-delà de ce que la nature humaine lui permet d'être dans sa conception actuelle. Réparer la vue, oui. Faire en sorte que l'homme décuple sa vision. Cette conception française du rapport de l'homme à son corps est soit, selon moi, un obstacle juridique aux applications concrètes du courant transhumaniste, qui prône effectivement une amélioration de l'être humain et non pas une guérison de celui-ci. Alors, sauf à concéder, comme d'ailleurs le courant transhumaniste, à démontrer que l'homme, dans son état actuel, est objectivement et médialement malade. Or, c'est pas démontrable, c'est pas vérifiable. Néanmoins, si ça ne l'est pas, ça n'est donc pas réalisable pour le liste civiliste, selon effectivement les préceptes du Code civil. Et c'est d'autant plus vrai que les principes civilistes ont été traduits dans le Code pénal. Alors, effectivement, le pénal érige, vous savez, le principe du Code civil, socle fondateur d'interdits pénaux. Ainsi, toute atteinte considérée comme étant illégitime à l'intégrité physique, comme morale d'ailleurs d'une personne, est susceptible d'être poursuivie selon le préjudice causé, soit au titre d'une contention, au titre d'un délit ou d'un crime. Cette répression a lieu même si la personne sujet de l'atteinte l'acte, et ce, en application du principe pénal de l'indifférence, du consentement de la victime. Dès lors, si aujourd'hui un individu demande et obtient d'un professionnel de santé l'intégration dans son corps d'une prothèse dure à le transformer en homme biologique, alors même qu'aucune finalité thérapeutique et ou médicale est satisfaite, on peut, selon une lecture effectivement des articles du Code pénal, considérer ce professionnel de santé réaliser un acte susceptible d'être poursuivi pour atteinte à l'ordre public. La protection, vous l'avez compris, du corps ne s'adresse pas seulement au tiers. Elle peut aussi, dans ce cas de figure, s'appliquer également à la personne qui fait la demande d'être améliorée par cette prothèse, puisque elle-même n'aurait pas le droit d'une demande, même si, parce que justement, en fonction des principes du Code civil que nous avons vus tout à l'heure, et bien évidemment, même si cette personne peut considérer que ce dont nous entravons sa liberté. Le commun est inviolable. À travers lui, en fait, ce corps humain, c'est le Code civil et le Code pénal entend protéger la personne pôle de l'humanité. Le Code civil l'a dit à l'article 16.4, le Code pénal le traduit à travers effectivement deux articles, plusieurs articles. Je vais en citer essentiellement deux, ce que vous voyez apparaître à l'écran, qui viennent dire de manière plus significative que toute action sur le corps et ces éléments identificateurs, hors contexte bien sûr autorisé, est susceptible d'enfreindre gravement l'ordre public, simplement parce que le corps humain est, comme je le disais, le vecteur d'une humanité qui le transcende. En cela, l'interdit qui s'y applique n'ont pas d'autre justification que celle de protéger ce qui représente et qui nous est commun, c'est-à-dire l'identité humaine. En français, cette identité ne se conçoit pas hors de la chair, hors du corps. Ainsi, en protégeant la chair, le législateur français entend protéger la condition humaine. Toute action visant à modifier l'intimité même de l'espèce humaine est aujourd'hui, vous l'avez compris, interdite. Donc, en l'état actuel du droit, il est légitime de ce fait d'être interpellé finalement sur la faisabilité des promesses du courant transhumaniste, puisque on comprend en droit français la condition humaine ne conçoit pas hors de la chair. En protégeant la chair, on protège la condition humaine, principe de protection donc du corps humain.
L'humain est le vecteur d'une unité avec un H qui le transcende. C'est pourquoi il nous est interdit de disposer de notre corps comme on l'entend, principe de l'indisponibilité du corps humain. Ces principes érigés donc en postulat a fait qu'en France, eh bien, il y a trois principes transversaux que l'on retrouve aussi bien dans le droit civil que dans le droit pénal. Principes transversaux, 1, respect de l'intégrité physique de la personne. 2, respect de la dignité humaine. 3, respect du corps. Alors, ces principes que l'on retrouve fondamentalement en France, on les trouve pas forcément affirmés de manière aussi catégorique dans d'autres que la France, ce qui d'ailleurs peut justifier que même si, ne serait-ce qu'en Europe, nous avons les mêmes principes fondamentaux qui égent nos civilisations, il n'empêche la façon dont ils sont affirmés peut entraîner des biais dans les législations donc, de chacun des États, qui expliquent que le transhumanisme est plus ou moins avancé de différentes façons, aussi bien en Europe, mais bien sûr au-delà des frontières européennes. Alors maintenant, je n'aurai pas le temps de faire l'analyse et ce sera fait dans l'écrit que nous publierons, de différentes, justement, qui viennent démontrer que selon les États, ces principes fondateurs sont affirmés de différentes façons. On retiendra simplement l'analyse que l'on démontrera dans un second par l'écrit, que finalement, leur affirmation variation de leur affirmation, va faire que ce courant transhumanisme va avoir plus ou moins de liberté d'action et donc forcément une doctrine qui sera plus avancée et plus comprise. Alors, pour conclure quand même, néanmoins, donc que ce soit au sein de l'Europe ou en dehors même de l'Europe, on remarque quand même que le courant transhumaniste interpelle les juristes, bien sûr, mais interpelle bien sûr les populations. Alors, en faisant cette analyse comparative entre différents pays, je me suis posé la question de voir finalement quel serait le principe qui rallierait l'ensemble des civilisations autour de cette idée non pas d'interdiction, et pourquoi pas du transhumanisme, mais en tout cas de réserve légale. Le seul principe, selon nous, peut-être l'objet d'un ralliement international, serait bien le principe de dignité. La dignité, effectivement, le principe de dignité de la personne humaine, dignité de l'être humain, dignité humaine, serait peut-être un principe qui pourrait rallier différentes nations et qui permettrait effectivement peut-être la France d'interdire ce type de courant, en tout cas de faisabilité de ce courant, mais en tous les cas de le ralentir. Le problème de ce principe de dignité, c'est que les juristes, en tout cas, il dérange, pas de fait sans sens, mais simplement parce que c'est un principe. C'est pas le concept de dignité n'est pas un concept juridique, c'est plutôt un concept éthique. Et à part là, le définir est extrêmement complexe pour le juriste. Et à juste titre, avoir une définition figée de la dignité, comme aimerait que le juriste soit, c'est très compliqué. Du coup, cette dignité, malgré tout, reste peut-être donc ce principe qui pourrait rallier les différentes nations. Et même s'il faudrait garder quand même un œil très réservé sur ce qu'on met sur ce principe de dignité, qui pourrait être certes de nature à restreindre la liberté individuelle au nom d'une certaine idée de personne humaine, de l'humanité ou de l'espèce humaine, à condition qu'on soit tous d'accord sur ce qu'ils font entendre par des humaines avec un grand H. Néanmoins, pour revenir à mon propos initial, ce qui peut aussi poser problème, au-delà même du principe de dignité, c'est peut-être avec le courant transhumaniste, un autre principe qui peut être mis à mal, c'est le principe d'égale appartenance à l'espèce humaine. Et le transhumanisme engendre presque le risque de voir naître deux espèces d'êtres humains, celle des humains qui ont pu bénéficier d'interventions amélioratives et celle des humains non augmentés. Rupture d'égalité menacerait l'unité dans son unité et porterait en elle l'exclusion et sans doute une certaine forme de violence. Donc le transhumanisme semble être pour les juristes potentiellement liberticide aussi.
Dès lors qu'en certains contextes, en plus, cette métamorphose biotechnique pourrait aussi être imposée. Par exemple, dans le milieu du travail, on pourrait imposer à certains salariés de se transformer à des fins de performance économique. Alors, pour ces raisons, en France, le législateur a le choix d'utiliser l'arsenal du droit civil et du droit pénal pour réprimer toute atteinte non légitime, alors considérée comme étant non légitime au corps et plus globalement à l'espèce humaine. Et donc, on peut le dire, selon moi, à l'heure actuelle, à tout mouvement transhumaniste. Voilà, je vous remercie.